Nous passons la parole maintenant à Guy Konopnicki, qui est un vieil ami, je dois dire, autant le dire, mais à qui revient surtout le mérite d'avoir, je crois, publié le premier livre documenté, savant et implacable contre le Front National. Merci Bernard de rappeler effectivement les filières noires et aussi ce que nous avons fait ensemble après. Bienvenue à Vitrolles. C'était un film, documentaire, long métrage sur Arte où on avait montré le Front National tel qu'il était dans cette ville où il a terminé, comme dans presque toutes celles qu'il a conquises à l'époque, d'une manière calamiteuse, avec 5 adjoints mis en examen, avec des détournements de fonds. Ces gens qui parlent des scandales avec un culot extraordinaire sont des escrocs. Il y a eu des détournements de fonds partout où ils sont passés. À Vitrolles, à Marignane, à Toulon. Toulon, c'était terrible. Toulon, à la fin, les règlements de compte étaient tels qu'il y avait 3 listes Front National, issues du Front National, sauf celle du maire qui, lui, avait totalement disparu parce qu'il avait un nombre de procédures invraisemblables derrière lui. L'extrême droite, ça n'a jamais changé. Jacques Doriot, quand il a fondé le PPF dans les années 30, s'est immédiatement appuyé sur les gangsters, Carbone et Spirito. Il faut savoir qui est le parrain de Marine Le Pen. Il vient de mourir. Je suis pratiquement le seul à en parler, en tout cas le premier. Il s'appelait Henri Bottet, dit Monsieur Éric. C'était un macro de Pigalle, propriétaire ou protecteur de 11 bars. Maintenant, l'immobilier a eu raison plus que le féminisme de la prostitution, et donc Pigalle a changé, et les bars rapportent plus sans avoir besoin de thèse montante. Mais enfin, cet homme qui aidait financièrement Jean-Marie Le Pen, cet homme que Jean-Marie Le Pen avait connu à une époque où le Front National n'allait pas parader sur les parvis d'usines en grève. Il n'existait pas encore, mais les groupuscules d'extrême droite auxquels appartenait Jean-Marie Le Pen et ce monsieur Henri Bottet recrutaient dans la pègre des nervis pour aller casser les piquets de grève. Oui. Ça ne m'impressionne pas parce que de l'autre côté, du côté des bons, des gaullistes par exemple, etc., on a recruté aussi des nervis. C'est on exact. a recruté, alors on peut le prendre par là, c'est vrai que c'est pas bien, mais c'est mais pas discriminant. Comment se construit une fortune dans les deux sens du terme, une fortune politique et une fortune tout court? Eh bien par ce copinage avec la pègre. Deuxièmement, le reste de la fortune, l'héritage professionnel. Le Pen est devenu un héritier professionnel. Bien, Jean-Marie. Comment est-il devenu héritier professionnel? Par un parjure. Il avait promis à Hubert Lambert de rétablir la monarchie en 1978, ce qu'il n'a pas fait. Et voici Marine Le Pen paradant, mercredi, en femme du peuple. En femme du peuple. Mais quel niveau de mensonge? D'abord, personnellement, en tant qu'enfant du peuple, ce que nous sommes tous, je me sentais humilié. Être une femme du peuple, ça n'est pas la vulgarité qu'elle a montrée. Ça n'est pas ça le peuple. Ça n'est pas acceptable, cette image-là. Et à tous les moments, dans le mensonge, citant le général de Gaulle, comme s'il y avait quelque chose de gaulliste dans le Front National ou dans ce qui reste du pauvre Dupont-Aignan. Ce dont je me souviens, moi, à 17 ans, la première campagne électorale pour une présidentielle au suffrage universel en 1965, c'est d'une bagarre à laquelle je participais, quand le candidat d'extrême droite, Jean-Louis Tixier-Villancourt, dont Pierre Dac disait « je ne me présente plus parce qu'il y a déjà quelque chose de totalement absurde dans cette élection présidentielle, c'est qu'il y a un candidat comme Jean-Louis Tixier-Villancourt », avec pour directeur de campagne Jean-Marie Le Pen, avait décidé de faire parler à la mutualité Xavier Vallat, commissaire aux questions juives du gouvernement de Vichy. Et donc,
il y avait évidemment devant la Mutualité une manifestation considérable qui mêlait les organisations juives, les communistes, les organisations antifascistes, la LICRA très certainement, cher Alain, même à coup sûr. Et Xavier Vallat avait finalement renoncé parce que le barrage de foule était trop important. Tixier-Vignancourt a tout de même crié à la censure parce qu'on ne laissait pas parler le commissaire aux questions juives 20 ans après la guerre à la Mutualité. Le Pen, qui présidait cette réunion, en tant que directeur de campagne de Tixier-Vignancourt, a continué avec les mêmes, ce que François Elbonne a rappelé. Mais bien sûr qu'il a continué avec les mêmes jusqu'à épuisement, avec parfois même des ressources, car Victor Barthélemy, qui a été secrétaire général du Front National, écrit tranquillement dans ses mémoires, parus chez Albin Michel, ça s'appelle Du communisme au fascisme, parce que c'est un compagnon de Doriot depuis le début. Il écrit qu'en Allemagne, où ils avaient fondé cet extraordinaire comité français de libération, en août 1944, il a réglé les affaires du PPF, ça veut dire qu'il a pris l'argent, et qu'ensuite il est allé se cacher. Il est apparu plus tard et tout. Cet homme a vécu, cet homme qui n'a jamais eu de profession, a vécu de l'argent des pillages jusqu'à sa mort au début des années 80. C'est ça le Front National. Et ils vont avoir le culot de dire notre conception, y compris sur l'affaire Vichy, notre conception est celle du général de Gaulle. Ils vont avoir le culot de se présenter, de lancer, chose jamais vue dans un débat télévisé, une calomnie, d'annoncer une calomnie qui va paraître le lendemain, ou qui est déjà parue sur les réseaux sociaux, sur des comptes offshore. Mais la fortune de Jean-Marie Le Pen, son point de départ, l'héritage Lambert, tout se trouvait, à part la maison de Saint-Cloud, tout se trouvait sur des comptes suisses, dont j'ai publié il y a 20 ans les numéros sans être contesté, et les montants. Ceci a été ensuite transféré de paradis fiscal en paradis fiscal. J'ai publié tout ça. Marine Le Pen est la fille d'un enrichi du trafic financier mondialisé. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'on peut prendre chacun de leurs arguments et à chaque fois le mensonge est dedans, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent en permanence, y compris ce culot de se présenter comme les défenseurs du peuple dont ils prépareraient la ruine totale en proposant par exemple une double monnaie. La double monnaie, moi j'ai déjà vu ça dans les pays de l'Est, où il y avait une monnaie interne qui n'avait aucune valeur, qui permettait de faire quelques achats, et des devises, ou matérialisées à Cuba par la monnaie échangeable, et la monnaie qui ne l'est pas, qui est celle avec laquelle les malheureux travailleurs cubains sont payés. Donc, c'est complètement hallucinant, c'est complètement extravagant. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on nous répète, ce qu'on ne cesse de répéter, l'abandon réel, le désarroi devant tout ce qu'on veut. Et je dois dire que moi, je n'ai pas vu avec antipathie, au contraire, le renouveau d'une gauche un peu radicale, parce que je pense que c'est seulement s'il y a ce type de mouvement que l'on peut empêcher la récupération systématique de toute colère populaire par l'extrême droite. Sauf que, quand nous arrivons au moment où il faut se battre, au moment où il faut faire un choix décisif, les plus révolutionnaires nous proposent la désertion. Je veux bien qu'on soit insoumis, mais insoumis, ça n'est pas forcément déserteur. Et devant Marine Le Pen, s'abstenir, voter blanc, ce n'est pas un vote très rouge, le vote blanc, mais en plus. Voter blanc, c'est purement et simplement une désertion pour deux raisons. La première, elle est simple, c'est
ces gens se targueront d'un pourcentage, s'il est obtenu par l'abstention ou par le vote blanc, comme s'il était obtenu par du vote réel. Ils sauront faire la projection. Et donc, ça a été dit, je l'ai entendu et je crois que c'est très important, tous ceux que cette extrême gauche, cette gauche révolutionnaire, cette gauche insoumise prétend défendre seront 10 fois plus en danger si le Front National, Marine Le Pen, dépasse la barre des 40%. Je ne veux pas imaginer au-delà, mais si elle passe cette barre des 40%, il va se passer des choses difficiles à vivre, précisément pour ceux qui le prétendent défendre. L'autre raison, elle est effectivement simple, elle est l'idée qu'on se fait de la France. Je ne suis pas certain d'être demain partisan de la politique d'Emmanuel Macron. Je n'en suis pas certain. Je ne suis pas certain non plus du contraire. Nous verrons, et notamment nous verrons qui dit quoi aux élections législatives. Je suis certain en revanche que l'image de la France, l'idée de la France, change positivement enfin. Pas seulement parce que ce sera le plus jeune président de l'histoire de la République, pas seulement pour ça, simplement parce que ce que nous attendions, ce que nous voulions depuis tant d'années, faire bouger les lignes, casser ce qui pesait et ce qui a contribué à faire monter le Front National, ce qui pesait, c'est-à-dire des partis devenus ossifiés, des partis qui avaient perdu leur sens et n'étaient plus que des machines électorales, tout le monde est obligé aujourd'hui de recomposer autrement, de repenser autrement, de refaire de la politique. Et ça, c'est une bouffée d'air extraordinaire que nous aurons à partir du moment où nous aurons assuré la victoire d'Emmanuel Macron.